Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans. J'interviewe des professionnels du monde juridique qui vous parlent de leur parcours, leur vision du droit, leurs défis, leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. J'accueille aujourd'hui Vincent Morand, véritable globe-trotter. Après une expérience de 4 années en Angleterre, il part à la conquête de l'Asie du Sud-Est pour travailler comme juriste au Cambodge puis au Myanmar. Comment créer de telles opportunités? Quand partir? Comment s'intégrer? Vous saurez tout en écoutant cet épisode. Bonne écoute! Super! Bonjour Vincent, et puis surtout merci de ta visite sur le podcast Tout droit tout simple. D'abord, comment vas-tu? Écoute, bonjour Delphine, ça va très bien. Voilà, à Prague, sous le soleil d'hiver. Je suis ravi de participer au podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être très brièvement et puis surtout dire aux éditeurs pourquoi tu es là aujourd'hui? Écoute, avec plaisir. D'abord parce que tu as eu la gentillesse de m'inviter à participer. On s'intéresse à des sujets similaires, hein, que ce soit la formation professionnelle, le mentorat, les soft skills, et bien entendu le sujet d'actualité pour les juristes qui est celui des legal ops. Et puis j'écoute beaucoup de podcasts en fait en allant courir et je suis ton podcast depuis le début parce que ça m'intéresse de découvrir des parcours professionnels qui sont aussi très souvent de vrais parcours de vie. Et d'ailleurs, je conseille aux étudiants avec lesquels je peux parler dans le cadre de mentorat de l'écouter parce que je le trouve vraiment très sympa. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir y participer. Ah ouais, super, fidèle auditeur et maintenant invité, génial. Super. Écoute, alors je crois que toi, tu as obtenu en fait le diplôme supérieur de notariat en France et puis tu as travaillé pendant 8 ans dans le notariat, justement. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ensuite dans ton parcours? Bon, j'ai eu la chance que ma vie professionnelle m'offre beaucoup d'opportunités de bouger. En fait, j'avais toujours eu dans un coin de ma tête le fait de vivre et de travailler à l'étranger et de découvrir le monde et d'autres cultures. Et après le diplôme supérieur de notariat et donc ces années passées au sein de la grande famille du notariat en France, j'ai eu en 2008 une première opportunité de rejoindre un cabinet de solliciteur en Angleterre, un cabinet régional situé dans le sud-est de l'Angleterre. Il y a un département de droit français qui assiste des clients britanniques en relation avec beaucoup des aspects juridiques autour de l'acquisition d'un bien immobilier en France. Tu n'avais pas besoin en fait d'être solliciteur anglais pour exercer dans ce cabinet, c'est ça? Non, parce que j'étais employé comme juriste et en réalité, ce que moi j'amenais, c'était bien mes connaissances et mes compétences en droit notarial français. Alors, j'ai eu des débuts un peu stressants puisque c'était en 2008 et entre le moment où j'ai passé les entretiens pour rejoindre ce cabinet et le moment où j'ai eu donc une proposition de leur part, Lehman Brothers et compagnie étaient passés par là et la situation économique n'était plus du tout la même. Donc, c'était vraiment 4 années vraiment fantastiques en Angleterre. J'ai vraiment adoré travailler et vivre là-bas. Et puis, ça a été vraiment pour moi le début d'une série d'expatriations successives, hein, puisque j'ai eu la chance après la France et l'Angleterre de vivre et travailler dans 5 autres pays, dont le Myanmar, le Cambodge et aujourd'hui la République tchèque, tout en restant dans ces presque 10 dernières années au sein de la même structure, mais dans des rôles différents. Et alors aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes différentes activités? Oui, alors aujourd'hui, j'ai 3 rôles principaux. Donc, je travaille pour 2 cabinets d'avocats, hein, des cabinets d'avocats d'affaires, on va dire, qui appartiennent à la même famille. Le premier cabinet dans lequel je travaillais depuis plusieurs années, qui est basé en Asie du Sud-Est, dans toute la région autour de Singapour. Et le second cabinet, c'est un cabinet qui s'appelle Kinstellar, qui est aussi un cabinet régional, mais qui, cette fois, est basé en Europe, alors Europe centrale, Europe de l'Est, et en Asie centrale. Ce sont 2 cabinets dits full service, ça va du droit immobilier au droit commercial, au droit du travail, droit bancaire,
et puis au niveau des secteurs, à tout ce qui touche à l'énergie, aux infrastructures, au transport, à la technologie. Et donc aujourd'hui, moi, je travaille pour cette structure qui regroupe ces deux cabinets. Et la première chose dont je m'occupe, c'est le développement et le suivi de nos relations avec nos clients et contacts francophones. L'idée, c'est vraiment de développer notre réseau de contacts pour que, quand l'occasion se présente, eh bien, ils pensent à nous quand ils ont des dossiers à traiter dans les juridictions dans lesquelles on travaille. Le côté humain est primordial, mais c'est aussi vraiment comprendre les besoins juridiques, la stratégie de ces clients ou de ces contacts, de manière à pouvoir leur proposer, le moment venu, des solutions qui correspondent parfaitement à ce qu'ils attendent. Il faut vraiment être un business partner pour ces clients. Ouais, en fait, c'est soigner aussi soigner la relation client. En fait, ça, c'est ton premier rôle. Et j'imagine que Euh, tu as un rôle aussi de manager. Oui, alors ça, c'est plus le second aspect de mon rôle, c'est d'être responsable de nos secteurs aviation, aérospatiale pour des FDL et puis transport au sens large pour Kinstellar. Voilà, aujourd'hui, je suis moins impliqué directement dans la partie purement juridique des dossiers. C'était un choix de ma part et donc c'est plus un rôle lié à la coordination et à la gestion des équipes dans ces secteurs. Donc, la troisième partie de ce que je fais aujourd'hui, c'est un rôle de gestion de projet. Alors, ça peut couvrir, par exemple, tout un travail lié à la qualité de nos services, comment fonctionner le plus efficacement possible, alors avec nos collègues, en collaborant avec les différentes équipes. Ouais, donc en fait, tu as aussi un petit rôle de LegalOps. Donc, tu es un peu LegalOps, un peu manager et beaucoup de et business développeur, on va dire. En fait, tu es, quand même Exactement. t'es parti du notariat et quand même, tu as fait un incroyable parcours. Comment tu as créé ces opportunités d'expatriation? J'ai jamais eu de plan de carrière arrêté. Je me suis jamais dit à tel âge je veux faire ça ou être là. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais en Angleterre, c'était des discussions que j'avais avec les jeunes avocats du cabinet qui, pour la plupart, savaient sous quel délai ils voulaient devenir associés, à quel endroit. Voilà, tout ça, c'était vraiment très planifié. De mon côté, en fait, j'ai plutôt évolué en fonction des opportunités qui ont pu se présenter à moi en fonction de mon ressenti. Donc, l'aspect humain a beaucoup joué en fait dans les décisions que j'ai pu prendre. J'ai eu la chance au fil de ma carrière de faire des rencontres vraiment marquantes et qui m'ont permis de grandir. C'est vraiment très important d'être curieux, d'échanger avec d'autres professionnels et de rester à l'écoute de ce qui se passe dans le domaine juridique. Hein. Il faut s'intéresser et puis embrasser ces changements. Hein, voilà, au risque autrement de rester un peu sur le côté de la route, on va dire. Comment on devient juriste à l'étranger? C'est difficile de donner une réponse unique, mais on peut par exemple devenir juriste au sein d'un cabinet local ou plus régional, comme ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, tu peux éventuellement rejoindre la direction juridique d'une entreprise, encore une fois, soit au niveau local, soit régional, soit mondial. On peut aussi, dans certains cas, s'expatrier au sein du groupe dans lequel on travaille en France. En pratique, en fait, tu peux regarder si des offres à l'étranger sont disponibles en interne. Ensuite, tu as tous les sites habituels de recrutement. Et puis, il y a aussi des sites auxquels on ne pense pas forcément, mais par exemple, tu peux avoir des offres d'emploi sur les sites Internet des chambres de commerce françaises à l'étranger. Donc ça peut Oui. aussi être une solution. Ma première expatriation, hein, la décision, elle s'est faite extrêmement vite. Un jour, j'ai pris contact avec le cabinet de solliciteurs dont on parlait en Angleterre. En fait, ils m'ont appelé le lendemain au téléphone pour me dire qu'ils avaient une opportunité. Quand j'ai rejoint, par exemple, des FDL au Myanmar, j'étais juste arrivé en Thaïlande et j'avais dû envoyer mon CV à plus de 50 cabinets différents en leur expliquant que je venais voilà, d'arriver en Asie du Sud-Est et que je recherchais un poste dans la région. Un des associés français des FDL au Vietnam a fait suivre mon email et mon CV en interne à la personne responsable des ressources humaines. Ils m'ont contacté et puis le cabinet m'a proposé donc un poste à Yangon et j'ai accepté. C'est comme ça que tout a un peu commencé en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a un bon timing pour s'expatrier et où s'expatrier? Est-ce qu'il faut
se dire, moi, je m'expatrie seulement là où j'ai envie vraiment d'aller, ou finalement, faut laisser les portes un peu plus ouvertes, même si on connaît pas la langue du pays. C'est difficile de donner une réponse unique. Je crois que la question du timing, c'est vraiment très personnel. Il faut être prêt à s'expatrier. Moi, à mon sens, l'expatriation, elle peut être intéressante en début de parcours professionnel, alors éventuellement après quelques années passées en France. Mais je pense que c'est vraiment une excellente façon de compléter sa formation et d'enrichir son parcours que de voir comment les choses fonctionnent et se font à l'étranger. C'est peut-être plus difficile de s'expatrier quand on a déjà bien avancé dans la vie, quand on est installé, même si dans l'absolu, ça peut aussi permettre d'avoir accès à des postes qui sont plus tournés vers l'international. Après, au niveau de l'endroit, alors certains qu'une expatriation à Londres, à New York ou à Hong Kong, on va dire, c'est pas forcément la même chose que de s'expatrier au Myanmar ou au Cambodge, comme je l'ai fait. Donc, je crois que vraiment, il faut décider de ce qu'on a envie de connaître et puis faire en fonction un petit peu de son ressenti, effectivement aussi dépendre des langues que l'on peut parler. Voilà, quelqu'un qui parle le mandarin aura évidemment plus de facilité pour s'expatrier en Chine. Ce qui est certain, c'est que l'anglais, voilà, c'est même plus une condition aujourd'hui, hein. Quand tu travailles comme ça à l'international, il faut une très bonne maîtrise, une maîtrise de l'anglais. Donc ça va de soi. Mais toi, quand tu es parti au Myanmar ou au Cambodge, c'était un choix de pays ou c'était une opportunité qui s'est présentée en fait? C'était une opportunité. Voilà, j'étais en Asie du Sud-Est. Alors, la première expatriation en Angleterre, c'était vraiment un choix de pays. Ça s'est fait sur la base d'opportunités. Alors que ça, au Myanmar et au Cambodge, j'étais, et puis je suis toujours dans le même cabinet, mais j'ai passé 2 ans au Myanmar et ensuite le cabinet m'a demandé de rejoindre le bureau du Cambodge qui avait un surcroît d'activité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé d'un pays à l'autre. Et quels sont les principaux obstacles que tu as rencontrés quand tu es arrivé dans ces pays? De manière générale, quand on s'expatrie, il y a forcément un temps d'adaptation. Puis d'ailleurs, en fait, ça fait complètement partie de l'intérêt de l'expatriation, voilà, que de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, et puis aussi au niveau professionnel de nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'il faut, selon toi, connaître un peu, enfin connaître, oui, il faut connaître les usages, mais est-ce que ça prend du temps en fait de... Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai postulé à un rôle de juriste régional dans un grand groupe français qui recherchait en fait un juriste pour sa direction juridique en Thaïlande, mais le poste était destiné à superviser l'ensemble des activités du groupe sur toute la zone de l'Asie du Sud-Est. Et donc j'ai postulé, j'ai passé plusieurs entretiens. Ça s'est vraiment très très bien passé, tout le processus s'est super bien passé, mais j'ai pas eu à l'arrivée ce poste en fait, et la raison qui m'a été donnée, c'est que j'avais pas d'expérience, si tu veux, pratique en Asie du Sud-Est. Et en fait, très gentiment, ils m'ont dit non, tu te rends pas compte en fait de ce à quoi tu vas être confronté en pratique. Et c'est vrai que j'ai été extrêmement déçu sur le coup, mais j'ai compris et ils avaient eu complètement raison. J'avais pas du tout moi à l'époque mesuré les différences dans les manières de travailler, les usages et leur décision, c'était la bonne décision. Et ça, je l'ai compris plus tard. Quand on arrive comme ça, comment se vendre et se mettre en avant? Parce que le juriste français qui va à l'étranger, on peut pas s'imaginer être le concurrent des juristes locaux. On n'a pas les mêmes formations, on n'a pas. Donc comment on fait pour C'est vraiment la meilleure façon de se planter, si je peux parler comme ça, que d'arriver dans un pays en pensant qu'on va tout révolutionner ou en pensant qu'on est meilleur. Il faut beaucoup de respect, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit. Pour parler de l'Asie du Sud-Est, chacun apporte ses compétences propres, alors que ça soit, on le disait, une expertise internationale de la gestion des dossiers, par exemple. Les juristes locaux, eux, amènent leur connaissance du droit local. il faut savoir effectivement identifier ce pourquoi tu peux être utile à l'entreprise, je pense.
Complètement. Et par exemple, quand j'ai commencé à travailler au Myanmar, évidemment, je connaissais rien au droit local. Moi, ce que j'ai amené, c'est ce que tu disais, c'était autre chose. Et ça, c'était vraiment un aspect passionnant de cette activité, c'est qu'on travaillait vraiment ensemble, en équipe, avec les juristes locaux. Même si tu connais pas les aspects locaux, tu connais la structure de ce genre de contrat. Les négociations avec des clients chinois, des clients japonais, des clients américains, se passe absolument pas de la même manière. Et c'est très, très important d'avoir en interne des personnes qui sont informées, qui connaissent en fait ces aspects culturels parce que Ouais, les codes c'est aussi, parce voilà, qu'effectivement, tu les connais absolument. pas et et ça prend du temps en fait non seulement à les connaître, mais ensuite à les appliquer. Et est-ce que tu crois qu'il faut penser, alors, quand on est sur place ou avant, ou je sais pas, est-ce qu'il faut penser à la suite, c'est-à-dire au retour, comment on fait pour pas être vite en fait catalogué si on reste trop longtemps dans un pays? Alors, au retour, oui, éventuellement, à la condition d'avoir envie de rentrer, hein, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'on peut aussi être Oui, c'est vrai. extrêmement heureux à l'étranger et pas forcément penser au retour, mais il faut vraiment veiller à ne pas perdre le fil de son parcours professionnel. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je sais que personnellement, il y a un moment où je me suis demandé si mon profil généraliste pourrait éventuellement devenir un problème. Mais en réalité, c'est un problème si tu postules à des postes très spécialisés. Aujourd'hui, que j'ai pas du tout le profil pour rentrer à Paris, travailler dans un cabinet, on va dire, sur des dossiers de fusion-acquisition. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire. Mais en même temps, j'ai réalisé, si tu veux, que cette expérience, on va dire, généraliste et puis ce parcours un peu atypique, ça peut être un atout sur des postes opérationnels ou transversaux. Alors, on sait qu'il y a des spécificités locales quand même dans chaque pays, hein. À quoi il faut faire particulièrement attention en fait pour bien s'intégrer? On a parlé un peu de l'anglais tout à l'heure qui domine tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Je trouve que c'est évidemment toujours un point positif de parler la langue du pays pour la vie en dehors du bureau. C'est quand même plus facile de parler la langue locale et ça permet de s'intégrer beaucoup plus facilement. Après, ça va dépendre de combien de temps on est appelé à rester dans le pays, à apprendre le thaï, par exemple, en étant français. C'est un chemin assez long. Mais la langue, c'est un aspect important, mais c'est pas le seul. S'intéresser aux aspects culturels et historiques, ça permet vraiment de mieux comprendre comment et pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et en quoi tu as appris plus la patience? Euh, la patience, en Asie, tu as un aspect, on en parlait un petit peu tout à l'heure au Cambodge, quand on parlait de la façon de parler à un interlocuteur qui peut varier en fonction de l'âge de la personne. En Asie, tu as encore un aspect, on va dire, très formel, très hiérarchique. Et c'est vrai que quand tu vas parler à un interlocuteur dans l'administration, par exemple, eh bien, cette personne va en parler à son supérieur, qui va en parler à son supérieur, et tu peux pas forcer les choses. Et donc, il faut attendre que les choses se fassent au niveau local comme elles sont censées se faire. Et brusquer les choses, c'est très souvent une très mauvaise idée. Et Ah donc, oui, en fait, voilà, ben ça, être un peu pushy comme nous, on pourrait le faire au bout d'un moment pour faire avancer les choses, là-bas, c'est contre-productif, quoi. C'est ça? en général, ça marche pas du tout. Et donc, c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, tu peux pas t'attendre à ce que les personnes auxquelles tu parles réagissent comme toi, tu pourrais réagir. Et encore une fois, et j'y tiens parce que je ne voudrais pas qu'on prenne mal, mais c'est pas un jugement de valeur. C'est simplement le fait que les choses se font différemment. Et ben voilà, ben, s'il faut attendre, il faut attendre parce que ben, c'est comme ça et tu auras ta réponse quand tu auras ta réponse en fait. On a des réflexes européens, et effectivement, on a tendance à les décalquer dans d'autres pays, et en fait, ça fonctionne pas du tout. Donc, Pas du tout. d'où la patience, surtout en Asie, D'où c'est la... ça? Ah oui, non, non, d'où la patience. Voilà, c'est vrai. Et puis, mais bon, ça te permet aussi voilà, d'évoluer non seulement en tant que professionnel, mais aussi tu as vraiment tout cet aspect humain. Et c'est certain que tu reviens pas d'une expatriation comme ça à l'étranger en étant la même personne que tu étais quand tu es parti. Dans l'expatriation, c'est vraiment pour moi l'aspect le plus intéressant. Voilà, c'est cette transformation
que tu subis en tant qu'être humain et qui te change sur le long terme. Alors, quelle leçon, toi, brièvement, tu as pu tirer de ces expériences hors de France? J'ai beaucoup appris sur moi-même, ça c'est certain. Et l'expatriation en Asie, c'est complètement différent. Quand tu te poses pour la première fois à Bangkok, à Yangon ou à Phnom Penh, tu te rends compte tout de suite que tu as beaucoup moins de repères. Ce sont des façons de penser, des façons de faire, des façons de vivre qui sont complètement différentes. Et ce que je dis n'est pas du tout un jugement de valeur, hein. Je ne voudrais pas être mal compris. C'est simplement voilà, un fait, c'est que voilà, tu arrives dans un univers qui est complètement différent du tien à l'origine. Et du coup, pour vraiment être prêt à beaucoup apprendre, c'est vraiment très important, à mon sens, d'avoir beaucoup de respect, de curiosité. Et puis cet apprentissage, il est passionnant. Moi qui ne suis pas d'un naturel très patient, l'Asie m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Tu peux nous raconter justement tes meilleurs souvenirs ou tes souvenirs les plus insolites ou surprenants? Mes meilleurs souvenirs, d'abord, c'est vraiment des rencontres. Si on parle d'anecdotes, il y en a beaucoup, mais par exemple, au Myanmar, il faut savoir que la saison des pluies est très longue et quand il pleut vraiment beaucoup. Et quand je suis arrivé dans le pays, le réseau Internet était vraiment de très mauvaise qualité. Et donc, dès qu'il se mettait à pleuvoir, en fait, les appels en visio ne fonctionnaient plus. Je me souviens d'avoir eu à expliquer à des avocats d'un grand cabinet international à New York que la communication allait peut-être s'arrêter parce qu'il pleuvait trop. Ouais, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, avant de rejoindre un cabinet au Myanmar, j'avais fait tous mes entretiens via Skype, mais sans la caméra. Quand j'ai annoncé à ma famille que je partais au Myanmar, mon père m'a dit donc tu pars travailler dans un pays que tu ne connais pas, avec des gens que tu n'as jamais vus et pratiquer un droit que tu n'as jamais appris. Et effectivement, C'était un bon résumé en même temps. c'était un bon résumé. Je suis arrivé, je crois, le samedi dans l'après-midi pour commencer à travailler le lundi matin. Et je me souviendrai toute ma vie de ce trajet dans le taxi, le nez à la fenêtre, pour regarder et découvrir Yangon pour la première fois. Après, au Myanmar, on avait parfois des réunions dans les ministères. À l'époque, le gouvernement en place avait simplement décidé voilà, de créer une capitale comme ça, de manière complètement artificielle. Et donc, quand on allait là-bas, en fait, on restait dans des hôtels immenses où il y avait strictement personne. Donc, je conseille à tes auditeurs de regarder sur Internet, mais trouver des photos. Il y a cette fameuse route, on va dire autoroute, qui est au milieu de la ville et qui doit avoir 8, 9 voies. Je me souviens d'avoir été sur cette route voilà, dans un taxi et en fait, il n'y a qu'une seule voiture sur cette espèce d'énorme ruban routier. Sur le côté, tu peux avoir voilà, des vaches, des petits stands où les gens vendent des choses, mais c'est vraiment des choses à découvrir. Au Cambodge, on ne s'adresse pas à un interlocuteur de la même manière en fonction de son âge. Ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à connaître et que tu apprends en arrivant. C'est vrai en même temps que d'un aspect purement français, les parcours dits atypiques ont pu faire peur. Je vois que de plus en plus, on se rend compte en fait de la valeur de ces parcours parce que ce sont souvent des situations dans lesquelles l'occasion de développer d'autres compétences, ces fameux soft skills. Si on prend l'exemple des legal operations, on entend souvent, tu sais, une référence aux juristes plutôt suisses ou aux moutons à 5 pattes. Et je pense que ces parcours peuvent justement vraiment permettre d'avoir ce profil touche à tout qui, dans les bonnes circonstances et dans le bon environnement, peut s'avérer être un atout. Et à ton avis, est-ce qu'il y a des formations qui sont soit utiles, soit vraiment indispensables pour travailler à l'étranger? Oui et non. J'ai envie de te répondre. Je crois que ça va vraiment dépendre, encore une fois, du pays et de la structure dans laquelle on est appelé à travailler et puis de sa mission au sein de cette structure. C'est certain que si tu souhaites t'expatrier à Londres dans un cabinet, avoir un LLM, c'est quelque chose qui sera très probablement primordial. Quand j'étais en Angleterre, par exemple, j'ai commencé à passer les examens pour devenir sollicitor. À l'époque, ça faisait sens. Ensuite, mon expérience de juriste, on va dire au sens large, elle a été suffisante. Vincent, quels sont tes 3 ou 4 conseils pour
une expatriation réussie? Alors, je crois qu'il faut réfléchir, mais pas trop. Sinon, il y a le risque de ne pas le De ne pas faire. partir? Ouais. De ne pas partir, non, exactement, parce que s'expatrier, hein, surtout la première fois, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et ça peut faire peur, hein, et c'est complètement normal. Je crois qu'il faut vraiment bien se préparer. Ça va aussi dépendre des conditions en fait, dans lesquelles cette expatriation se réalise. Au sein d'un grand groupe, moi, il y a souvent une phase préparatoire et un accompagnement en fait. Et donc, les choses sont plus faciles. Parce qu'après, si tu pars tout seul, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Par exemple, les assurances, voilà, la façon dont tu vas être couvert à l'étranger si t'arrive quelque chose. Après, quand tu arrives dans un nouveau pays, ça peut quand même aider de se rapprocher, si on est français, de la communauté française, par exemple. Il y a certaines qualités importantes pour réussir une expatriation. Je pense que ce sont des qualités qui font qu'on est un bon juriste. Par exemple, il faut être adaptable et résistant. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être extrêmement curieux, hein, parce qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas au départ. Il faut aussi être humble et prendre le temps d'apprendre. Et puis, après, il faut se lancer. Et puis, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Merci pour tous ces conseils très pratiques. C'est important aussi d'avoir des retours d'expérience et des praticiens qui en parlent. Donc, est-ce que, par exemple, comment te contacter d'ailleurs? Écoute, avec plaisir. En tout cas, moi, je suis toujours très heureux de pouvoir partager mon expérience personnelle et professionnelle. Et je crois que la meilleure façon, c'est très probablement voilà, d'être en contact dans un premier temps sur LinkedIn. Et voilà, Ouais. encore une fois, je serai très heureux si je peux, à mon niveau, aider un petit peu. Ça sera avec très grand plaisir. Ouais, je sais que tu le fais déjà beaucoup avec des étudiants, donc je laisserai ton profil LinkedIn sur le podcast. Moi, j'ai été ravie de t'accueillir et que tu nous donnes tous ces conseils. Vraiment, on sent qu'il y a du vécu parce que ça fait quand même plus de 10 ans que non, même plus. Ça fait combien d'années que Ouais, t'expatries maintenant? ça va faire, on se rapproche des 15 ans aujourd'hui. On se rapproche des 15 ans, donc ça commence à faire un petit moment, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas un jour revenir en France? Écoute, mon parcours jusqu'à maintenant me fait dire justement qu'il ne faut jamais dire jamais. C'est pas à l'ordre du jour. Je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui dans une excellente structure, voilà, avec un rôle qui est extrêmement intéressant. Et donc, non, pas dans l'immédiat, j'imagine. Bon, en tout cas, si tu passes par Paris, tu seras le bienvenu chez Tout Droit Tout Simple et on pourra prendre un café. Écoute, avec grand plaisir. Et Delphine, merci beaucoup de ton invitation à participer à ton podcast. Voilà, c'était encore une fois une nouvelle expérience et que j'ai beaucoup apprécié. Donc, merci à toi et à tes auditeurs. Le plaisir a été très partagé et puis à très bientôt. À bientôt Delphine, merci. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit Tout Simple.